Une discussion correcte, une discussion intéressante, une discussion passionnante, une discussion correcte, une discussion le fun, une discussion passionnante, une discussion correcte, une discussion passionnante. Ça sera une discussion passionnante avec des passionnés de café. Ben là, tout est là. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à une autre capsule des Instants Café présentée par Edika Espresso qui fête, qui célèbre et qui festoie 30 ans de succès dans le monde du grain. Qui l'eût cru? Alors, aujourd'hui, dans cette capsule-là, on a envie de parler moins de technicalité, mais plus de la culture qui entoure tout le café. Durant ces 30 années-là d'existence, il s'est passé plein d'affaires. Il y a eu une scène de café qui s'est développée et qui continue de se développer. Pour en parler, j'ai 4 maniaques du café. Avec moi, j'ai Julie Audet. Allô, Julie? Allô? Ça va bien? Ça va très bien, Oui, toi? alors toi, tu travailles pour C-Henri, micro-torréfacteur. Ouais. Tu es responsable de l'approvisionnement, c'est ça? C'est ça. Directrice de... Ouais. Qualité, approvisionnement. OK. Et tu donnes également des formations de café, notamment sur les cafés filtres, que tu essaies énormément de me vendre depuis que tu es arrivé ici, et j'achète. Alors, merci beaucoup d'être là. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles dans l'industrie du café? Dans l'industrie du café, 12 ans. 12 ans, OK. Ouais. Puis avant, tu faisais quoi? On s'en sac. OK, alors, merci beaucoup, Julie, d'être là. Sinon, on a Alison Van Rassel. Hey, bravo! Ben oui, ben écoute, hein, c'est toutes des voyelles et des consonnes que je sais prononcer. Alors, toi, tu es chroniqueuse, notamment pour la plateforme Mordu à Radio-Canada, Oui. et tu es copropriétaire de Terroir Café. Oui, Alors, absolument. ça, c'est un micro-torréfacteur Oui, dans la région de Québec. exactement. Ça fait à peine quelques jours qu'on existe au moment où les gens vont regarder cette capsule. Oui, c'est un artisan torréfacteur qui mise sur les tendances dont on va sûrement parler dans Yes. cette capsule, Phil. Mais oui, je dédie ma vie à parler de la culture alimentaire au Québec, notamment aussi dans le Canada anglais. OK? Pour CBC et Forbes Travel Guide, bref. Et le café est une très, très grande passion pour moi. J'en parle beaucoup, j'écris beaucoup sur le sujet aussi, donc ça me fait plaisir de partager ce panel-là avec vous tous aujourd'hui. Bien, ça nous fait plaisir que tu sois là. Merci d'avoir fait la Merci de route l'invitation. de la 20 up and down. Yes! Je l'ai dit en anglais vu que je sais que t'es bilingue. Ben, tu sais, hein? Non, mais c'est ça. C'est Mais ça. je m'adapte. De l'autre côté, on a Sébastien Blondeau. Allô, Sébastien, ça va bien? Bonjour Phil, ça va bien et toi? Ben oui, super bien. Sébastien, toi, tu es à la barre du balado Café Normal, Oui. qui existe depuis 2018, Exact. quand même. Ben fin 2018. Fin 2018. Décembre 2018, je devrais dire 2019. Ouais, puis, c'est ça. Pourquoi tu dis ça en 2018? C'est quoi ton je problème? sais pas, ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Tu t'es rajouté une année. Oui, c'est ça. Puis là, on avait arrêté un peu pendant la pandémie, puis là, on reprend là, avec en force là, La deuxième mouture. la deuxième mouture. La deuxième mouture du balado avec quelques nouveautés. On s'adapte. Puis il y a plein d'actualités dans le monde du café là, qu'on a manqué pendant la pandémie. On n'a pas couvert en tant que média balado. Très Fait média, que, super média. Fait que, ouais, on se reprend, là, puis on OK. recommence. Puis notamment, tu es responsable de la série Microlo chez Café Ouais. Union. Oui, Union Microlo qui existe depuis l'année dernière. Encore là, un projet qui est né pendant la pandémie, comme bon nombre d'autres projets. Puis c'était comme un concours de circonstances, puis tout allait bien, fait que je suis bien content. C'est dans un contexte aussi où c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, Café Union, donc oui. c'est le fun de faire, d'avoir l'impression de changer des affaires. Puis fait que oui. c'est cool, ouais. Ah, C'est un beau projet. Bien, merci énormément de te joindre à nous pour cette discussion-là. Et la dernière personne, mais non la moindre, mesdames et messieurs, vous l'attendiez. Vous l'avez reconnu. Il s'agit bien évidemment de Vincent Patrizi. Alors, Vincent, toi, tu es spécialiste contenu chez Edika. En d'autres mots, tu organises tout ça, tu payes tout ça. Fait que tu t'es plugué à l'écran, mon coquin. Vincent, est-ce que ça fait longtemps que tu travailles chez Edika? Ça fait bientôt 1 an et demi. OK. Puis le monde du café, pour moi, c'est relativement nouveau. Ah oui, OK. Encore que c'est
J'ai commencé en France, donc j'ai un point de vue un petit peu nouveau, un petit peu différent en arrivant à Montréal aussi il y a 1 an et demi, dans le fond. OK. Donc, nouvelle aventure, puis un monde que j'adore. Yes. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Le café, le Québec? Le café du Québec. Le café du Québec. L'industrie d'ici. On aime parler des produits d'ici. Merci énormément, d'organiser tout ça. Merci surtout de te joindre à cette discussion-là. Alors, j'ai envie de commencer tout de suite la discussion, puisque je suis entouré de 4 personnes qui sont au-delà des amateurs de café. Vous travaillez dans ce domaine-là. Ma première question qui me vient, c'est quand on travaille dans le domaine du café, est-ce qu'on a un café préféré? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un café préféré? Est-ce qu'il faut toutes les aimer? Est-ce que notre préféré, c'est celui-là qui nous paye? Je sais pas. Tant de questions, peu de réponses. Julie, T'en penses quoi? OK, je commence. Ah ouais? Je pense que pour moi, mes cafés préférés, c'est ceux qui sont liés à des souvenirs que j'ai OK. eus. Donc, soit le premier café dans lequel j'ai décelé une note en particulier, OK. ou un café où j'ai mis les pieds sur la ferme. Comme toujours lié à des souvenirs comme ça, c'est souvent OK. les cafés que je vais apprécier le plus. Mais sinon, dans le cadre de mon travail, je pense que ça devient un peu comme je rencontre le producteur, ensuite on le torréfie. Je vois comme toutes les étapes, Oui. ça devient un peu comme des bébés. Ah, Fait que oui, je les aime OK. tous Tu les égales. aimes- Ah, quelle excellente façon de ne pas répondre à ma question. Je les aime Bravo, tous Julie. égales, pour des raisons différentes. OK, merci beaucoup. Seb? Moi, je rejoins Julie là-dessus, mais on dirait que ça va par phase. Il y a des fois où tu es content de retrouver un vieil ami. Il y a des goûts qu'on aime, puis des fois, tu préfères te faire surprendre, être agréablement surpris. Donc, on dirait que tout dépendant le moment, on dirait que il y a des cafés préférés pour certaines occasions. Sinon, c'est vrai que vous en parliez dans la capsule pour la bouffe, c'est souvent lié à d'autres choses qu'il y a dans la tasse. Fait que le contexte, puis d'où ça vient, puis l'histoire qui vient derrière ça, ça construit, on dirait, une appréciation déjà en amont. Là. Ouais. Vincent? Un café, non. En tout cas, pas sous l'angle de l'origine. OK. Parce que je fais partie de ceux qui aiment se tester, s'aventurer. Puis même, on dirait que c'est un peu comme la coriandre, tu sais, c'est un peu... Ouais. Ça divise. Fait que moi, j'aime bien des cafés. Le café, c'est comme la coriandre. Ouais, ça divise. Il y a des matins, Ça aurait été dit ici. Je suis pas forcément content, là, mais comme l'expérience m'aura fait plaisir. Et puis la découverte, de travailler son palais, tout ça, c'est ça que j'aime le plus. Mais... Bien, au-delà de l'effet caféine aussi, dans le café, ce qui, moi, personnellement, me plaît le plus, c'est la découverte aussi, la découverte d'un savoir-faire, la découverte d'une signature, la découverte d'un terroir aussi en même temps, mais ça reste toujours ancré dans le moment présent. Tu sais, c'est un plaisir que je m'offre. Je prends le temps de m'offrir un bon café. Il y en a pour qui c'est une commodité le matin. C'est tout de suite, on veut prendre un café parce qu'on ressent un besoin viscéral. Ça peut être là. ancré dans la routine, tu sais. Exactement. Pour moi, ça fait pas beaucoup d'années, ça fait quoi, peut-être un petit peu plus qu'une décennie que je m'intéresse au café de spécialité, mais ça a toujours été ça qui m'a apporté vers le café. Le café qui était autre chose que celui pour se réveiller. Fait que moi, je suis constamment dans la découverte. Fait que je peux pas dire il y a un café, il y a une origine, il y a une méthode, une signature de torréfaction, un torréfacteur plus qu'un autre. Je suis trop curieuse. Je suis vraiment trop curieuse. Est-ce que c'est un défaut? Je sais pas, mais moi, je peux pas m'arrêter juste à... Tu sais, je vais pas toujours acheter le même sac. Mais on dirait aussi, si je peux comme rajouter, la curiosité aussi, ça est amené par... plus qu'on en découvre, plus qu'on devient curieux. Puis on dirait que l'appétit vient en mangeant, là, tu sais, cette espèce de... Clairement. On dirait que plus qu'on en boit, plus qu'on veut en découvrir. Là. Fait que je pense que oui. Ce que Non, tu 100 Tu as dit quelque chose qui m'enligne tout de suite sur une autre question. Tu parles de, OK, c'est l'origine, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qu'on lit énormément de plus en plus, tu sais, sur les sacs. Tu sais, on peut lire, c'est un mélange. On peut lire, c'est un mélange de 2 origines, c'est une origine simple. Là, mettons, là, si on veut tout le monde partir avec les mêmes connaissances, c'est quoi ça, la différence? Tu sais, mettons, Julie,
me retourne plus vers toi parce que c'est beaucoup plus dans le cadre de ta spécialité puis de ton métier. C'est quoi ça, l'origine simple, le mélange, c'est quoi? Je pense que l'appellation origine simple, c'est né un peu pour contrebalancer, disons, les torréfacteurs plus old school, qui, eux, ont tendance à mélanger plusieurs origines. Fait que c'est des assemblages de plusieurs cafés. Ça peut être de différents pays, de différentes régions. Comme pour le vin, on dirait un cépage. Est-ce que c'est la même Non, chose? un Un vin de France, genre, OK, par exemple. oui, c'est On dit ça. un vin de France, ça vient de toutes sortes de raisins d'un peu partout dans le OK. pays. Mais C'est ça un peu pourrait, le même même être, principe. ça pourrait même être... on prend un vin du Chili et un vin de la France, puis on les mélange ensemble, puis on crée un nouvel... C'était comme ça que ça OK, fonctionnait je dans comprends. l'industrie du café OK, avant. OK. Puis je pense que c'est un peu un pied de nez à ça que de dire origine simple, parce que pour nous, c'est plus de célébrer un seul origine, le plus traçable possible, jusqu'à une ferme, jusqu'à une variété. Fait que c'est ça. Origine simple, c'est, dans le meilleur des mondes, une seule ferme, d'un seul producteur. Ça peut être un assemblage de variétés, ça peut être une variété. Mais le contraire d'origine simple, ce serait un assemblage de café de plusieurs pays ou de plusieurs régions dans le même pays. OK. Puis tu viens de dire qu'il est traçable. Ça aussi, c'est quelque chose qui semble... Puis quand je dis à la mode, je dis pas à la mode comme si ça voulait rien dire, mais c'est quand même un terme qu'on voit vraiment beaucoup. Ça semble être vraiment important, la traçabilité, justement, de notre grain de café. C'est quoi, ça, la traçabilité? Puis en quoi c'est bon? Puis pourquoi est-ce qu'on recherche ça ou pas? Bien, au-delà du café, si je peux me permettre juste de faire un portrait un peu plus grand de l'alimentation, Ouais. c'est que dans les nouvelles tendances de consommation, Oui. le consommateur veut savoir d'où provient son aliment. Que ce soit le café, que ce soit son lait, son fromage, peu importe ce que c'est. Donc, nécessairement, ça se reflète dans le café aussi. On a le désir de se rapprocher le plus possible de l'origine du produit. Est-ce que c'est la ferme sur la rive sud de Québec? Est-ce que c'est une banane? Là, la banane, c'est un peu exagéré parce que c'est très, très difficile d'avoir une traçabilité d'une banane. Mais OK. le café, dans cette nouvelle troisième vague dont on entend beaucoup parler, le café est tracé jusqu'à un producteur, jusqu'à une ferme. Et c'est ça qui change complètement la mode, la tendance de consommation. Et c'est de là où on commence à parler de terroir dans le café et on commence à parler de subtilité aromatique dans le café aussi. OK. Donc, c'est de donner, en fait, c'est-tu de pouvoir attribuer un goût à une région, c'est ça, Sébastien? Bien, J'apporterais une nuance. Non, OK. ce serait pas ça. OK. Ce serait plus d'une première part, redonner les lauriers, mettons, aux producteurs pour OK. dire, OK, ben ce café-là goûte X saveur parce qu'il y a eu ce travail-là avant. Plutôt que d'attribuer ce mérite-là, disons, au torréfacteur ou au café en tant que tel, parce qu'il y a un paquet de facteurs qui peut donner des arômes ou des saveurs à un certain café, notamment les variétés comme Julie le mentionnait. Ce ne sera pas tant parce que ça vient de la Colombie que ça goûte telle affaire, c'est plus parce que le travail a été fait d'une certaine façon, OK. avec certains outils, etc. Ah, c'est encore drôle, je pourrais m'obstiner, moi, là-dessus, puis peut-être que Julie aussi. Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'on est en mesure, peut-être, de dire, selon une certaine variété, qu'il va y avoir à la Colombie des différences associées à des terroirs des que débats. l'Éthiopie, que le Brésil, par exemple. Mais encore là, tu sais, peut-être que j'ai pas la vérité intrinsèque, puis toi, tu es sur le terrain, Julie, fait que tu es en mesure de goûter des choses là directement à l'origine versus nous ici qui avons peut-être un plus grand éventail de découvertes. bien, je pense que aussi, encore une fois, je pense que c'est pour se différencier de ce qui était fait avant, qu'on mise autant sur la traçabilité, parce que si on recule avant, tu sais, le mouvement troisième vague, on avait beaucoup des sacs de café avec juste des régions ou le nom du pays sur le sac. Puis là, bien, les acheteurs de café qui ont en tête la traçabilité puis la transparence aussi, eux veulent mettre l'emphase sur le travail d'un seul producteur et non acheter pays. des cafés qui sont
le travail de plusieurs producteurs mélangés ensemble, Je comprends. ça devient comme un café de terroir aussi, mais d'un terroir assez vaste. Moins Tandis que là, précis. on veut célébrer juste le travail, on veut valoriser le travail du producteur en tant que tel. OK. Là, j'ai plein de questions parce qu'il y a plein de termes qui rentrent, tu sais. Premièrement, ça fait 2-3 fois qu'on se dit c'est dans le cadre de ton travail. Là, moi, dans ma tête, tu travailles dans Saint-Henri. OK, dans ma tête. Et là, j'ai l'impression que, Julie, j'ai fait fausse piste. Non, je sais en fait ce que tu fais, mais j'ai l'impression que pour les gens, peut-être, on pourrait juste clarifier ça. Donc, toi, tu voyages, puis tu vas directement sur les fermes. Tu arrives sur une ferme de quelqu'un qui fait pousser du café. Qu'est-ce qui se passe entre la personne fait pousser du café, Julie arrive, puis là, moi, je le consomme? C'est quoi ta job, là? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais dis-le, c'est pas... C'est-tu clair, Vincent, ce café? Non, c'est ça, dis-le. OK, bien... Super agressif. L'idée, c'est d'acheter avec le moins d'intermédiaires possible. J'aime pas le mot commerce direct parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas du tout d'intermédiaires. Puis la réalité, c'est qu'il y a souvent des intermédiaires. Le producteur a souvent besoin d'un exportateur parce qu'il n'exporte pas lui-même son café. Fait que, ça pour dire le moins possible d'intermédiaires entre nous et le producteur. Fait que moi, mon rôle, c'est de dénicher des producteurs qui ont du potentiel ou des exportateurs avec lesquels on va travailler dans les pays producteurs, puis de créer des relations avec des producteurs qu'on va répéter année après année. Aussi de faire ça de façon à ce que le producteur soit capable de réinvestir dans sa ferme, donc qu'il ait les moyens de subvenir à ses besoins, puis que son entreprise soit aussi profitable que nous, on veut que la nôtre soit profitable. Donc, que ce soit un échange plus que... Plus juste. Exactement. Ce soit fait la relation soit la plus juste possible pour les deux camps. Là. OK. Et ma prochaine question, ça fait une couple de fois qu'on en parle. Bon, on parle de la troisième vague là, de café. Là, on parle pas de la troisième vague de la COVID. Ah, yes! On s'en sortira jamais. Alors, troisième vague de café, c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis une couple d'années déjà. Vincent, c'est quoi ça, la troisième vague de café? Merci pour la question. C'est la plus challenging de l'industrie, maybe. Mais écoute, c'est parce que tout le monde depuis tantôt parle. Non, mais c'est bien correct. Dans tes mots à toi, Non, ce que toi, t'en comprends, puis on viendra. Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire pas grand-chose aussi. Ça veut dire aussi des choses différentes pour chaque personne. Chaque personne dont c'est le métier qui évolue dans l'industrie. Chaque personne qui le consomme. Si je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à la traçabilité et la transparence, et que j'essaye de mettre en relation ce que toi, tu demandais sur les paquets, toutes les informations qu'il y a sur les paquets et le métier que fait Julie, c'est évident, en fait, que quand on commence à essayer de se dire on va aller à la source, comprendre ce qui s'y passe, on ne peut pas rester avec, sur un paquet, au bout du compte, peu d'informations parce que on a été chercher sur une manière de travailler, des personnes qui travaillent, une valorisation de ce travail. Donc, forcément, en bout de ligne, quand on revient au pays ici, on s'entend que c'est quand même produit sur une toute petite partie du monde. Puis nos enjeux de vie et nos modes de vie sont quand même très différents. Donc c'est aussi une valorisation de ce travail-là qu'on fait en donnant de l'information sur les paquets. Puis moi, j'aime bien, juste pour simplifier, mettre en parallèle le fait que, mettons sur un fromage, si c'est écrit France, ou si c'est écrit Canada, j'ai comme un doute que tu vas avoir envie de l'acheter sans en savoir plus. Si tu es chez le fromager, tu peux poser la question. Si tu es chez IGA, c'est moins facile. Tu connais vraiment bien ma curiosité fromagère. Voilà, je savais que ça te parlerait. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Super! Donc, voilà, on a un nom, on a souvent un producteur sur un fromage, on a souvent le type de lait aussi. Et ben, c'est un peu la même chose sur le café. C'est comme ça qu'on peut se comprendre que finalement, dire Brésil ou mélange Brésil-Nicaragua, c'est comme un tout petit peu juste comme information. Et qu'on a envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est une petite portion que j'expliquerai de la troisième vague, ma compréhension. Il y a plein d'autres choses, et puis je pense qu'il y a plein de gens ici qui seraient incapables de bien l'expliquer, ce qui s'en vient avec. Bien, c'est une super bonne réponse. Si je peux me permettre, Phil, de prendre la balle au bon en soulignant le travail que fait Julie, parce que c'est bien le fun d'être là sur le terrain et de goûter à des cafés, mais comment est-ce que nous, ici au Québec, on peut y avoir accès? C'est qu'elle, les cafés qu'elle choisit par la suite sont mis dans des containers. Et ces containers-là s'en viennent jusqu'ici au Québec et sont vendus à différents torréfacteurs ou différents
artisans qui travaillent le café au Canada. Donc, OK. c'est comme ça que nous, on a accès à des cafés le plus près possible de l'agriculteur. C'est un fruit, hein, le café. Nécessairement, il y a une agriculture derrière ça. Donc, c'est de se rapprocher du fermier le plus possible. Donc, Julie, elle est là pour faire le travail que les torréfacteurs ou que les buveurs de café ne font pas ici sur place au Québec. Et elle nous permet d'avoir le plus possible. Là, je parle de toi, Julie, mais il y en a plein d'autres. Là. OK, Comme juste par Julie. exemple, tu sais, il n'y a Ah pas oui. juste Julie, là, on va se dire bien honnêtement. Il y en a plein d'autres qui sont sur le terrain. Ouais. Qui vont justement aller chercher cette information-là et fournir les artisans torréfacteurs qui sont situés au Québec, au Canada, pour pouvoir sublimer les différentes notions de saveur dans les grains. Est-ce que c'est un grain qui est plus dense? Est-ce qu'il y a eu un traitement privilégié, par exemple? Est-ce qu'on a conservé le fruit sur les grains? Est-ce qu'il y a eu plus de mucilage? Est-ce qu'il y a... Tu sais, Il y a un paquet d'affaires. mais là, la comme- troisième vague veut tout savoir de ça. C'est la transparence et la traçabilité dont il parle depuis tout à l'heure. Et c'est là où ça devient intéressant parce que jusqu'à présent, il y avait une industrie immense qui s'appropriait le café et qui mettait entre les mains des consommateurs ce qu'elle dictait être le café. Avec la troisième vague, fin des années 70, début des années 80, là, on commence à aller dans les fermes puis voir comment ça se passe, puis voir les conditions de vie, puis de se dire, hey, t'as peu, là, moi, au Québec, je peux avoir un impact dans la qualité de vie de ces gens-là qui sont au Burundi, qui sont au Guatemala, au Nicaragua, puis au Brésil. Hein? C'est ça que la troisième vague fait. Elle sensibilise le consommateur à l'impact que elle, il, lui, tous les gens possibles peuvent avoir directement dans les fermes. Et il est là le plaisir parce que ça se goûte la différence. Ouais, c'est un peu comme ce que tu disais plus tôt. Ça fit avec le courant dans lequel on se trouve en alimentation. On veut savoir d'où le provient, puis quel impact... Il y a ça aussi ici, là, tu sais. Quel impact mon achat a au-delà de l'épicerie ou la fruiterie dans laquelle j'achète mon produit. C'est en arrière de ça aussi, il y a un impact. Mais là, c'est comme macro, c'est à l'échelle planétaire, là, Absolument. avec des petits achats à gauche, à droite. Je pense aussi un truc qu'on oublie parce que je pense qu'on est tous des gens passionnés du terroir et compagnie, mais on oublie de parler que dans la troisième vague, il y a aussi énormément d'innovation au niveau des méthodes de préparation. Puis, tu sais, ça vient ensemble, bien entendu, Ouais, là, 100%. mais c'est quelque chose qu'on a comme omis de parler, puis c'est quand même un gros marché qui se développe rapidement. Là. Peut-être que Edica pourrait en parler un peu plus, là, mais... Ben oui, 100%. Ah, mais c'est super intéressant. Je Ouais. faisais la connexion avec la torréfaction. Souvent, il y a un mélange, en tout cas une compréhension que ça vient avec un grain plus clair. Il y a eu de tout dans le plus clair. On parlait avec Simon du panel précédent, d'un panel précédent, de peut-être l'excès de blondeur de torréfaction qu'il y a pu avoir. Ouais. Désolé, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, le peu de torréfaction qu'il y a pu avoir en voulant justement montrer le terroir au plus haut point, en respectant le grain, en le poussant pas dans la cuisson, dans les notes boisées, les notes fumées éventuellement. Oui. Et puis, finalement, se réajuste les choses petit à petit avec l'expérience. Et sans parler de troisième vague, sans parler de quatrième vague, s'il y a eu la troisième, c'est qu'il y a eu la deuxième et la première. Puis c'est qu'il y a un héritage de tout ça. Et qu'il n'y a pas... la troisième vague efface pas les autres, en fait. Donc, c'est quand même faux de se dire que, OK, la troisième vague, c'est, OK, la gang qui aime le café super acide. C'est plus que ça, quand même. Là. C'est pas juste par rapport à la torréfaction. Mais en fait, je pense qu'il y a eu justement, quand la troisième vague a commencé, il y a eu beaucoup de torréfacteurs qui ont essayé de répéter qu'est-ce que les grands, les pionniers du troisième vague faisaient. Puis ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est très difficile de torréfier des cafés très légèrement. Beaucoup plus difficile que des cafés foncés. Pourquoi on voudrait torréfier plus légèrement que foncé? T'en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est pour les saveurs? Oui, OK. c'est que plus que tu es dans la torréfaction pâle, plus que tu restes proche du terroir, puis plus que tu montes en torréfaction, plus qu'éventuellement tu viens dans les notes de cuisson, fait qui sont attribuables au fait que tu torréfies plus foncé. Fait que les torréfacteurs qui ont commencé dans le troisième vague ont voulu faire des torréfactions pâles, mais c'était pas nécessairement réussi. Et donc, ça fait des notes qui sont très végétales, très acidulées, acidité pas bien balancée.
Donc, il y a des gens déjà des consommateurs qui étaient habitués à du foncé, qui sont arrivés, ils ont goûté du café torréfié très léger, mais pas très bien torréfié. Ça faisait un gros écart entre les deux. Ouais. Donc, je pense que là, on est plus à essayer de faire des torréfactions pâles, mais bien développées, avec du beau sucre bien balancé. Puis je pense que la clé est dans ça. Puis aussi, dans pas avoir peur de torréfier un peu plus pour être accessible à un plus grand marché, pour les amener vers ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on était trop dans essayer de se différencier, puis de s'imposer même, au lieu d'essayer d'amener les gens avec nous dans notre monde. Comme un peu la mode des microbrasseries au Québec. Tu sais, on a fait les microbrasseurs, les brasseurs artisans ont fait le pied de nez aux industriels, ont essayé de créer leur genre. Des petits se sont formés, de plus en plus de groupes se sont alliés. Une belle communauté de brasseurs artisans, microbrasseurs est arrivée. Et là, aujourd'hui, bien, ce sont les grands industriels qui achètent les microbrasseurs parce que c'est eux qui ont la notoriété. Maintenant, on n'est pas rendu là encore dans le café de spécialité, mais c'est vers là qu'on s'en va. Cette belle fraternité-là, cette communauté-là qui a le désir de mettre en valeur justement le plaisir autre que celui des torréfactions qui sont un petit peu plus poussées de la deuxième vague. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la deuxième vague de café, c'est qu'on voulait l'expédier, le café. Il partait de l'Éthiopie, par exemple. On voulait l'envoyer vraiment, vraiment loin, mais il n'y en avait pas de torréfacteur à l'autre bout. Donc, il fallait le torréfier de façon quand même... C'est ça, sur place, assez poussé, pour pouvoir envoyer pendant des très, très grandes distances ce café-là. Donc, à l'origine, c'est ça, la deuxième vague. Mais là, maintenant, on a un savoir-faire qui se développe dans les différents endroits qui permettent d'importer les cafés verts. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de café vert. Ce que Julie achète, elle, c'est du café vert qu'elle envoie vers le Québec, le Canada, par exemple. Et là, c'est transformé. Ça passe du vert au brun ou un petit peu plus foncé, noir, si on pousse pour des notes brûlées. Dites-moi, depuis tantôt, on dit ces mots-là, là, OK? On dit troisième vague, on dit café de spécialité, on dit torréfaction plus pâle que foncé. Ça, c'est un champ lexical ou c'est des synonymes? Non, c'est pas des synonymes. OK. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des synonymes. Ouais. Le café de spécialité, c'est un grade de qualité. OK. Donc, si on regarde dans l'industrie du café global, il va y avoir du Arabica, du Robusta. Ça, c'est des espèces botaniques. Les deux grandes familles. Là. Espèces botaniques les plus commercialisées. Et ensuite, il va y avoir des grades de qualité dans chacun. Comme dans le cacao, comme dans plein de produits qu'on achète, il y a une catégorie spécialité qui est un grade plus élevé qui souvent vient avec plus de traçabilité jusqu'à l'origine. Donc, c'est vraiment le grade le plus élevé de qualité dans le café Arabica. C'est ce dont on parle quand on parle de café de spécialité. Après ça, c'est un grade, excuse-moi, en fait, c'est une note qui est donnée sur 100, right? Oui, c'est ça. C'est basé sur une note sur 100. Pour atteindre, ça prend quelle note sur 100 pour être considéré café de spécialité? 80. 80. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour avoir 80? Il y a une analyse qui est faite au niveau visuel, puis il y a une analyse qui est faite au niveau gustatif. OK. Donc... c'est plein de critères, donc on doit rejoindre. OK. Ouais. Pour comparer troisième vague, type de torréfaction claire et café de spécialité. Café de spécialité, c'est vraiment le produit en lui-même. Oui. Et puis la troisième vague, c'est une tendance, c'est beaucoup un état d'esprit. Et le mot accessibilité est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui, au-delà de valoriser leurs méthodes, leurs produits, etc., qui essayent de rendre ça transparent, plus qu'au niveau des origines, etc., mais simple, plus fluide, parce que on en a parlé dans les panels précédents. Il y a 12 000 façons de le faire. C'est très propre à soi, le goût, la manière dont on l'aime dans la tasse. Mais comment le faire techniquement, comment démystifier tout un tas de choses qui font peur et qui rendent parfois la troisième vague un tout petit peu effrayante pour certains. Moi, j'aime beaucoup dire que on fait souvent des parallèles avec l'industrie du vin parce que c'est vraiment très, très lié, mais très, très proche. Là. Si tu regardes qu'est-ce qui se passe sur les fermes, au niveau de la fermentation, tout ça, c'est très, très, très proche. Là. Mais on vend un produit qui n'est pas fini, il reste une transformation. C'est comme si le sommelier, il faisait le conseil client, tout ça, mais on vend les raisins. Les raisins fermentés, séchés,
puis il reste à les infuser pour faire du Arrangez-vous vin. avec le reste. Non, c'est vraiment ça. Ben, c'est ça, Puis souvent, on met beaucoup d'efforts sur qu'est-ce qu'on fait dans nos cafés, nos méthodes, nos machines fancy. Mais on ne met pas assez d'efforts au niveau de l'éducation du consommateur. Puis au bout du compte, si on lui vend un produit qui n'est pas capable d'extraire à la maison, qui n'est pas capable de transformer à la maison en quelque chose qu'il aime, bien, il ne reviendra pas. Puis là, je pense, pour moi, c'est vraiment là que l'écart se fait. Là. Je comprends. Puis il faut mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, je pense, comme industrie, pour réduire cet écart-là. Puis justement, amener le monde à être capable d'apprécier notre produit de la même façon que nous, on l'apprécie. là. Ça sépare bien le travail d'un sommelier d'un barista. C'est Ça pas va. du tout la même chose. Non. Les connaissances sont peut-être tout aussi riches, peut-être plus, je sais pas. Mais le barista a un rôle très quotidien, très de commodité aussi. Puis on oublie de le valoriser en lui demandant tout un tas de choses. Il y en a qui n'ont peut-être pas le goût, mais il y en a aussi qui auraient vraiment le goût de valoriser le produit qu'ils sont en train de vendre. Puis par moment, l'aura qu'a le vin, ce serait bien de vraiment le ramener au café, parce que c'est tout à fait non seulement légitime, mais peut-être tout aussi riche en termes de grains, peut-être même plus en termes de saveur parfois. Bien, ça revient à ce qu'on disait par rapport au Q-Grader, justement, l'association des cafés qui va encadrer la façon dont ces gens-là vont pouvoir noter les grains, leur donner une certaine note. Ensuite, les grains arrivent ici. Les baristas, eux, qui servent les cafés dans les cafés des différents établissements, eux, ils contrôlent tout, de A à Z. Tout ce qui est fait. Le café, c'est le seul produit transformé sur le marché de l'alimentation dont on laisse tout aux clients. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Le fromage, il est transformé. Le vin, il est transformé. La bière est transformée. Le café, c'est le seul. Fait que ce que Julie dit, c'est là où il y a dans les tendances, dans les plus grandes tendances en ce moment, c'est ça. C'est de quelle façon est-ce qu'on le prépare, ce café-là? Et c'est ça qui est épeurant, parce qu'il y a tellement de différents facteurs, de la chaleur de l'eau, la grosseur de la mouture, quel type de moulin j'ai utilisé. Quel genre de café tu veux. Quel genre de café tu veux. Tout a un impact direct sur le résultat final. Donc, le travail que l'industrie a à faire en ce moment, c'est de la démocratisation. Il n'y a pas de mauvaise façon de consommer le café, mais il y a peut-être des mauvaises façons de le préparer. Donc, il faut juste guider les gens avec un minimum d'informations pour leur dire, bien, voici ce que vous pouvez faire à la maison. Et si vous voulez vivre l'expérience ultime, venez dans nos établissements, rencontrez nos baristas et on va vous la faire 100%. vivre, cette Oui, expérience-là. Tellement de gens qui vont penser que je connais le café plus que Julie, qui vont m'écrire parce que moi, mettons, je t'ai invité sur une émission de télé ou peu importe, puis à un moment donné, j'ai parlé un peu de café. Puis là, les gens vont m'attribuer cette affaire-là, puis je reçois tellement de messages de « Il est où le meilleur café? » Puis je fais comme... Mais ça dépend qu'est-ce que t'aimes. Puis moi, je trouve que le meilleur conseil, ça recoupe énormément ce que tu viens de dire, c'est le meilleur conseil pour magasiner ton café, là, c'est quand tu rentres, au lieu de juste dire « je vais prendre un americano ou un allongé ou je vais prendre un latte, merci, bye », c'est de reste puis demande qu'est-ce que je bois, d'où ça vient, comment toi tu me le conseilles, puis qu'est-ce que tu as d'autre. Tu sais, on parlait tantôt des endroits de café où on peut aller dans différentes villes, mais moi, quelque chose que je fais depuis longtemps, c'est de dire j'aime tel café, c'est lequel de tes sacs que je ne connais aucunement, que tu as peut-être t'as importé ou que tu as torréfié toi-même sur place, bien, c'est lequel, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, Sébastien, on n'est pas des grands amis, mais on se connaissait déjà parce que tu m'as déjà, toi, conseillé sur l'achat, justement, d'un moulin que j'ai chez nous. Puis le moulin que j'avais dans les mains, c'est pas celui-là que j'ai acheté. Parce que, justement, au lieu de rentrer puis de dire « Salut, ben je voudrais payer ça va être comptant au crédit ou peu importe », mais j'y ai demandé, moi, ce que j'aime comme café, c'est ça. Puis je trouve que ce que tu dis, c'est tellement important. Les consommateurs, on est rendus à aller plus loin. Puis je trouve que, justement, cette troisième vague-là est tellement pleine d'informations puis de ressources. Je trouve qu'il devrait être mis de l'avant. Là, puis on parle justement de spécialistes. OK? C'est quoi un spécialiste de café? À quoi ça ressemble, un spécialiste de café? T'as pas le droit de dire c'est Julie. Ah non, je te pointais toi. C'est moi? Ah ben oui, encore, je suis allé à Salut, bonjour. Ben, spécialiste de café, c'est quelqu'un qui va être, premièrement, sûrement passionné, Ouais. qui va s'informer,
d'abord et avant tout, parce que le café, en anglais, on dit souvent que c'est un rabbit hole. Là. On n'arrête jamais d'en apprendre, surtout à notre époque-ci, parce que le café, c'est quand même assez jeune comme industrie. On est en plein dedans, là, on est en plein dans les changements. J'en parlais un peu au début, ça change, puis c'est comme un peu énergique. Là. On dirait qu'on se sent vraiment... ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça, un spécialiste, c'est quelqu'un qui va s'informer, essayer d'être à l'affût. Puis c'est pas mal accessible à tout le monde parce que les ressources sont là, tu sais. On peut aller dans un établissement pour suivre des cours. On peut lire dans les journaux les différents spécialistes qui en parlent. Puis on peut écouter des balados, on peut écouter des podcasts, qui amènent des informations super erronées. Exact. On peut aller regarder des capsules sur les réseaux sociaux. Café normal. Mais aussi, c'est Phil qui l'a fait, en fait. Mais c'est ça. Puis surtout, je m'en allais là, on peut aller demander au barista. On peut aller demander au comptoir. Puis là, si c'est pas trop achalandé, oui, mais là, c'est sûr. Il y a tout plein de choses qu'on peut savoir. Donc, L'industrie du café est super révélatrice de tout ce qui se passe dans la société, là, maintenant. Mais quand tu lis des bouquins sur l'histoire du café, c'est révélateur de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Là. Ça vaut la peine de creuser. C'est l'esclavage, dans le fond, ça dit énormément sur notre passé, puis on a énormément à apprendre, puis une grande humilité à avoir par rapport justement, je crois que c'est toi, Elson, qui disais que, dans le fond, le travail, il est peut-être à 80-90% fait par le producteur. Quand tu grimpes en montagne, j'y suis jamais allé, quand tu travailles en montagne, je connais quelqu'un qui est déjà allé. Voilà, ici présent, à tous les jours, j'imagine, dans des conditions, quelle que soit la météo, peu importe, ça prend de comprendre qu'on fait beaucoup, on travaille dur pour se produire le meilleur. Donc, c'est pour dire que peut-être aussi, la troisième vague, c'est encore une fois une grande conscience du rôle de chacun. Et puis on parlait du barista. Le barista, à toutes les heures, peut-être toutes les 2 heures dans sa journée, il est obligé de checker ce qui se passe dans les moulins et ce que ça donne sur sa machine. Puis il offre tout un tas de boissons pour qu'elles soient bonnes de 8 heures ou 7 heures le matin jusqu'à 7 heures le soir. Ça prend beaucoup de réglages, ça prend de bien comprendre comment le grain réagit à l'humidité, à la météo. Tout le monde qui passe, c'est... Bien, comme Max avant. Max t'a préparé des super cocktails à base de café. Bien, nécessairement, c'est un mixologue qui a de l'expérience dans son domaine. Un barista, c'est la même chose pour le café. Quelqu'un qui est un spécialiste du café va d'abord et avant tout prendre le temps d'écouter son client. Qu'est-ce que le client veut vivre comme expérience? Parce que oui, l'alimentation, c'est une expérience et le café, c'est de la cuisine. Tout simplement. C'est de l'eau avec un produit, un temps d'infusion, peu importe ce qu'on va dire, s'il y a une recette derrière ça. Donc, si on arrive et on n'est pas guidé puis on n'est pas conseillé de la bonne façon, c'est sûr qu'on n'aimera pas ça, le café. Puis c'est sûr qu'on va dire que ça goûte l'eau de vaisselle parce qu'on n'est pas en mesure d'aller soutirer un maximum de plaisir. Fait que la troisième vague aussi va mettre ça en lumière. De quelle façon est-ce que vous pouvez tirer le maximum de votre sac de café à 20$ pour 340 grammes? Tu sais, si on fait un ratio de quoi? 16 pour 1, 17 pour 1, bien, il y en a plusieurs expériences café à l'intérieur de ça. Bien, si c'est mauvais les 5 premières fois, tu n'iras pas faire les autres après. Tu vas lâcher tout ça, puis tu vas dire, Caroline, de troisième vague de maudine de bine, c'est pas bon leur café, j'aime pas ça. Mais c'est un peu ça, tu sais. Si on a des baristas, on a des spécialistes, on a des torréfacteurs, on a des sites web, on a Instagram, on a TikTok, on a tout pour avoir accès à l'information. Il faut juste prendre le temps de lire, prendre le temps de s'informer. Puis après ça, on arrive à la maison et on a le God Shot, ce à quoi tu faisais référence, le moment parfait à tout coup, parce qu'on contrôle au maximum les paramètres pour le plaisir ultime. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur le God Shot. Là. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde, c'est comme tout le monde veut atteindre ce café-là. Puis la vérité, c'est que le café, c'est trop vivant, il y a trop de facteurs, ça sera jamais parfait. À toi, Julie. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut pas que ce soit l'industrie qui te l'impose. Mais il faut que les clients comprennent aussi que c'est normal que ce soit variable, puis c'est la beauté de la chose un peu de comprendre pourquoi ça varie.
Tu sais, c'est ça. Je pense que... Mais tu sais, tantôt, tu as fait le parallèle avec le vin, mais tu sais, souvent, j'ai l'impression que le café de la troisième vague, puis là, je veux pas me faire rien lancer, mais j'ai l'impression que est au café ce que le vin nature est en ce moment au vin, c'est que c'est vivant, puis que ça change, puis d'une cuvée à l'autre, ça peut pas goûter la même chose, d'une bouteille à l'autre, puis quand tu l'ouvres, ta bouteille de vin nature, tu sais, vivant au bout, bien, ton premier verre, quand tu es rendu au dernier verre, goûte pas la même chose. Puis pour moi, quand j'ouvre mon sac de café, bien déjà, le gaz qui commence à sortir, bien, si je le bois en une semaine versus si je le bois en un mois, bien, rendu à la fin, si j'en ai pas pris soin, bien, il goûte un peu plus rien. Mais c'est pas toute la batch au complet, c'est justement, comme tu dis, c'est évolutif, tu sais, puis ça change. C'est ça, un spécialiste de café. Puis Oui, vas-y. Non. Puis des fois, je me dis aussi quand je deviens trop dans ma tête par rapport à l'extraction du café puis par rapport à la recherche de mon café parfait, je prends un recul puis je me dis, hey, c'est quand même des grains de café exceptionnels avec lesquels on travaille dans tout le monde dans le café spécialité. On a tendance à se juger vraiment beaucoup d'un torréfacteur à l'autre. Ouais. Puis, tu sais, quand on l'infuse, on se juge beaucoup. Ah ouais, ben oui. Si on a manqué celui du matin, tu sais. Ah non, c'est moi, ça, puis ça reste qu'au bout du compte, l'effort qu'il y a eu derrière ces grains-là, de la part de beaucoup de gens, ouais, personnes, Ouais. ça vaut la peine de terminer ton sac puis de creuser un peu les méninges sur comment l'apprécier à sa juste valeur. Là. Tu viens de dire quelque chose qui sonne quand même une cloche entre les torréfacteurs. C'est-tu de l'amitié? C'est-tu de la... Tu sais, main dans la main, c'est-tu... on est contre? Pour moi, un bon torréfacteur, c'est juste super bon pour un autre. Tu sais, moi, je le vois un peu comme en humour. Mon parallèle, là, c'est... Moi, le meilleur show d'humour, je veux qu'il passe avant moi. Je veux pas qu'il passe après moi. Parce qu'un méga bon show d'humour, ça va donner le goût aux gens dans la salle de revenir voir un autre. Puis moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais dites-moi, l'industrie du café, là, en ce moment, là, est-elle en santé? Là? On est-tu amis d'un torréfacteur à l'autre? Bien, je pense qu'il y a un gros boom, premièrement, qui se passe, surtout à Montréal. Dans les dernières années, 100%. il y a eu la société de torréfaction là, qui a vu le jour. Puis là, c'est comme 30, 40 nouveaux torréfacteurs d'un coup, là, vraiment, là, en 1 an, 2 ans. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça un peu... ont vécu ça un peu difficilement parce que ça reste que c'est de la compétition, beaucoup de compétition d'un coup. Mais moi, je vois ça plus de l'opposé. Ces gens-là vont faire le même travail que nous, dans le fond, puis ils vont juste faire grandir l'industrie plus rapidement, faire grandir les consommateurs qui ont accès à l'information. Puis ces consommateurs-là là, qui commencent à naviguer dans le café spécialité, ils vont aller d'un torréfacteur à l'autre. Tu peux pas les garder pour toi. Tout le monde qui commence à goûter puis à s'instruire sur le café de spécialité, ils vont d'un torréfacteur à l'autre. Moi, je vais d'un torréfacteur à l'autre. Tout le monde le fait. Je pense que le consommateur type est de plus en plus curieux. Là, Puis on le voit dans les coffee shops, là, dans les cafés, de plus en plus optent pour plusieurs torréfacteurs au bar plutôt que de rester toute leur vie avec le même torréfacteur. Non, c'est ça. Donc, ça dénote quand même une certaine curiosité de la part des consommateurs d'avoir une sélection plutôt que... Puis ça dénote la signature de torréfaction. Tu sais, si je peux me permettre, ce que ça a mis en lumière aussi d'avoir le Canadian Roasting Society, la société de torréfaction, c'est que la torréfaction, c'est pas facile. Non. Et c'est pas tout le monde qui peut juste se lancer là-dedans puis le faire n'importe comment. Donc, ce que ça a permis, c'est peut-être de mettre en valeur le savoir-faire de ceux qui avaient une certaine expérience et de partager ce savoir-faire-là avec les nouveaux joueurs. Et en même temps, en ayant plusieurs torréfacteurs... Au Québec, on est petit, donc les importateurs, il n'y en a pas énormément. Donc, il peut y avoir plusieurs torréfacteurs qui ont le même café. Et c'est intéressant de faire l'expérience de voir, qu'est-ce que ce torréfacteur-là va faire avec ce grain-là versus celui-là qui est un petit peu plus loin dans les cantons de l'Est où, tiens, à Montréal, on le fait comme ça. Québec, je serais curieuse de voir Halifax, Vancouver. Il y a un artisan derrière ça. Donc, il y a des agriculteurs, il y a des importateurs qui contrôlent les exportateurs, importateurs qui contrôlent l'environnement dans lequel ces grains-là voyagent. Puis après ça, on le met entre les mains, justement, de quelqu'un qui va sublimer le grain qui provient d'un terroir. Pour te faire comprendre, Phil, c'est comme si plusieurs humoristes faisaient le même numéro.
mais à leur manière. C'est parfait. On appellerait ça des humoristes français. On n'aurait pas le droit de faire ça. Mais ouais, C'est mais si je tellement peux ça. rebondir aussi, C'est ça. c'est aussi si on prend les différents torréfacteurs, mettons, d'une époque à une autre aussi, les nouveaux joueurs vont dire s'être inspirés des anciens et les anciens aujourd'hui s'inspirent des nouveaux. Tu sais, fait que, tu sais, il y a une certaine... Il y a une roue aussi là-dedans qui va tourner puis qui va faire évoluer les uns les autres. Donc, c'est bon pour revenir à la question initiale, qu'il y ait plusieurs torréfacteurs puis qu'il y ait des échanges là-dedans. Nous, on tripe en tester plein, là. Mais même si tu ne tripes pas en tester plein et que tu es plus dans ta sécurité, ta zone de confort, mais que tu as envie de commencer à... Tu comprends un petit peu, tu as la sensibilité de c'est quoi le café de spécialité, mettons, ou juste une nouvelle tendance de torréfaction et d'amener le café, ben, ça peut juste être rassurant de voir qu'il y en a plein qui le font. Et comme disait Elsen, c'est tellement du travail, c'est tellement une expertise que c'est pas juste une mode, c'est pas juste une tendance là, qui va faner, c'est impossible. Donc, si t'es pas tous les jours avec à ouvrir un nouveau paquet de café, juste tu peux t'en trouver un ou deux, puis tu testes, et puis en général, l'effet, enfin je parle pour moi, mais je pense que je suis pas le seul, l'effet que ça peut avoir, c'est aussi d'en consommer moins, mais d'en consommer mieux. Donc, au-delà de la caféine et de ses impacts, etc., juste parfois, je suis sûr que tu demandes autour de la table là, on n'est pas à 15 tasses de café par jour. J'en suis quasiment sûr. Pas tous les jours. Non. Mais il y a des journées quand même. Il y a des besoins parfois. Mais moi, j'aurais envie de dire aussi, au niveau de l'éducation des consommateurs, souvent, quand tu commences à approcher les gens avec je vais t'éduquer sur le café, ça peut paraître très snob, premièrement. Puis il y a un gros problème au niveau de ça, au niveau du snobisme. Là, puis, Ça peut rapidement avoir l'air de... Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, ça peut rapidement avoir l'air de ça, parce qu'on est confronté à des gens qui croient déjà connaître le produit. Là, de plus en plus, je pense qu'il y a des gens qui réalisent, qui connaissent pas ça, puis qui viennent vers nous. Mais si je recule, il y a 6 ans, offrir des cours sur le café, les gens qui arrivaient dans nos cours, c'était un peu... Bien, je connais déjà ça, le café, je m'en fais à tous les matins. Puis ça commençait de très loin. Puis là, de plus en plus, les gens commencent à comprendre que, OK, là, il y a des machines plus sophistiquées, il faut avoir une balance. Ça commence à être un peu plus des notions qui ont évolué dans la communauté café. Là. Donc, les gens, ils commencent à voir ça, ils commencent à s'informer sur le sujet. Fait que c'est vraiment plus facile maintenant de faire de l'éducation sur le café que ça l'était il y a 5 ans. Puis c'est grâce à toute cette communauté-là de torréfacteurs qui font le même travail que nous. Fait que je pense qu'il faut voir ça d'un œil positif. Là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à justement cette communauté-là, à cette scène-là de café? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les prochaines années à venir? Mettons à court terme puis à long terme. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette industrie-là? Moi, je souhaite ce qui est en train de se passer là. C'est des croisements avec des points de vue, des expériences complètement différentes. Si je parle pour moi, j'ai 2 petites années dans le café, puis je pense que ça va faire un bout dans ma vie. Je suis très, très content de ça. Mais j'ai juste en apprendre, parce que c'est illimité. Puis, au-delà du café, ça t'ouvre à tout ce qui est alimentaire, en fait, et tout un point de vue sur l'éthique, etc. Et les croisements comme ça, les discussions comme ça, avec des gens d'univers différents, d'expertises différentes, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de l'élever et de l'embarquer encore plus loin qu'elle est aujourd'hui, l'industrie. Bien, moi, je focusais sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé d'esclavage dans le café. Moi, ce que je souhaite à l'industrie, puis ce que je souhaite aux consommateurs, c'est de prendre connaissance de qui est de la transparence d'un sac de café. Qui peut dire à 100 % qu'il n'y a pas une certaine forme d'esclavage dans un sac de café sur le marché? Tu sais, c'est difficile d'avoir cette information-là parce que c'est très, très, très loin. Moi, ce que je souhaite à l'industrie, c'est qu'il y ait encore plus de lumière qui est mise dans la façon dont est préparé. Bien, quand je dis préparé, que l'agriculture derrière les grains de café, que tout soit davantage mis en lumière. Parce que si on voit comment c'est fait, on va se conscientiser un peu plus de l'impact que nous, on a dans la qualité de vie, mais aussi l'impact environnemental de cette consommation-là. Et ça, c'est l'avenir de la consommation du café. Si on n'a pas une conscience, nous, en tant que consommateurs, de l'impact qu'on a dans nos choix,
tant ici qu'à la source, à l'origine, comme le veut le glossaire de la troisième vague, bien, on ne sera jamais capable de faire avancer cette industrie-là. Puis au pire, puis il y a eu des revues scientifiques qui l'ont démontré, il n'y en aura plus de café en bout de ligne. C'est ça la finalité. Fait qu'il faut agir maintenant avec conscience et avec transparence et avec aussi plus de traçabilité dans le café. Comme le début comme toute cette table ronde-là, je vais continuer sur la même lancée qu'Alison. Bien, outre le terme esclavagisme qui est comme super, qui sonne extrême, reste que c'est un fait que le produit aussi, le café, est issu du colonialisme. Donc déjà là, en partant, les producteurs n'ont pas souvent eu comme accès à leur travail, accès aux fruits de leur labeur, autrement dit. Ouais. Donc moi, ce que je souhaite, disons, plus globalement, là, au niveau mondial, c'est qu'il se développe plus un marché de consommation dans les produits, à l'origine. Les pays producteurs. Pays producteurs. Pays producteurs. Dans les pays producteurs. Puis bien, ici, disons que si la transparence pouvait se standardiser, puis être la traçabilité se standardiser puis devenir de plus en plus accessible, pour qu'on ait accès à l'information de manière plus simple et plus entendue. Ouais. Ça serait ce que je souhaite. Bien, moi, je pense que je vais aller dans le même sens que tout le monde. Là. Je pense que d'un côté, je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus accessible, de moins envoyer une image élitiste, c'est ça, moins de snobisme dans l'industrie pour pouvoir aller chercher le plus de monde possible. Puis après ça, bien, il y a le côté parler plus de comment ça se passe à l'origine, parler plus de prix. Vraiment une traçabilité puis une transparence de prix jusqu'à la ferme. Là. Je pense que ça, c'est des notions que les gens doivent commencer à regarder. Ça serait ça, mon souhait. Bien, pour vrai, c'est que des beaux souhaits. C'était vraiment le fun. Pour vrai, cette discussion-là pourrait durer encore 3 heures. On part, Phil, vas-y. Oui, OK. Parfait. Pour vrai, j'ai tellement eu du plaisir. J'ai appris énormément de choses, puis je suis convaincu que les gens qui écoutent cette capsule-là en particulier, mais aussi l'ensemble des 3 capsules qui ont été réalisées, pour vrai, ce que moi, je trouve le fun, c'est, puis ce que vous dites, il faut que ça soit plus accessible, puis qu'il y ait moins le côté un peu élitiste. Moi, je ne travaille pas dans ce domaine-là. J'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Et jamais, moi, en tout cas, j'ai trouvé que cette industrie-là me semblait fermée. Jamais, pas une simple fois. Puis, tu sais, je les ai fait, les cours de café. J'ai magasiné chez vous. J'ai lu vos affaires. Puis, je travaille avec vous autres sur des trucs. Jamais j'ai trouvé que cette industrie-là... Moi, au contraire, j'ai toujours trouvé que j'avais affaire à des passionnés. Puis, je me doutais pas à quel point vous pouvez être passionné. J'avais vu que la pointe de l'iceberg, puis même là, j'ai l'impression que j'ai juste vu le top de la table qui reste toute cette passion en dedans de vous. Puis pour de vrai, moi, je trouve que votre souhait, là, il est vraiment dans la bonne direction, puis ça me fait toujours bien plaisir d'être dans ce projet-là, un peu aux premières loges de cet avancement-là de votre souhait. Puis, pour vrai, vous êtes incroyable. Merci énormément. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos connaissances. Puis, à très bientôt. Bye. Bon café à tous. Je pensais que ça allait être plus hot, quand même. Des confettis, des gros confettis.